Salut à tous. Alors aujourd'hui, je te présente une petite vidéo sur quelques règles qu'on doit appliquer lorsqu'on fait de la mésomérie. Alors ça fait suite à un certain nombre de vidéos qu'on a déjà fait sur le sujet, hein. La mésomérie, c'est le deuxième effet électronique très important après les effets inductifs. Et on avait vu qu'il y avait des effets mésomères, donneurs, accepteurs, et qui correspondent au déplacement d'électrons à travers le squelette d'une molécule. Donc on va voir qu'il existe quelques règles par rapport à cette mésomérie-là, et je vais te présenter les principales ici. Donc les deux premières règles que tu dois absolument connaître, parce qu'il faut absolument ne jamais les enfreindre, ce sont les deux suivantes. La première, ça va être quand tu vas faire de la mésomérie, pour proposer des structures mésomères, ne jamais rompre de liaison simple, ne jamais rompre de liaison sigma. Donc je te donne un exemple ici sur cette molécule-là. Si tu envisageais de déplacer des électrons parce que ça te semblait correct, de cette façon-là, c'est-à-dire je coupe cette liaison simple sigma ici de manière à donner des électrons à la partie droite de la molécule pour générer ces deux entités-là, eh bien ça c'est totalement faux et ce n'est absolument plus de la mésomérie. Pourquoi? Parce que la structure globale de la molécule, le squelette, a été rompu, coupé en deux. On n'a plus affaire à une seule molécule, mais on a affaire maintenant à deux entités. Okay. Donc ne jamais rompre de liaison simple, on doit conserver une structure globale et les électrons vont se balader sur cette structure globale. Et la deuxième règle qu'il ne faut absolument jamais enfreindre, ça va être la règle de l'octet, c'est-à-dire ne jamais dépasser un certain nombre d'électrons autour des atomes. Donc la règle de l'octet, elle est valable uniquement pour la deuxième ligne de la classification. C'est donc là où tu vas retrouver la majorité des atomes qui nous intéressent en chimie organique, le carbone, l'hydrogène, l'azote, par exemple. Donc ne jamais dépasser cette règle de l'octet. Et la règle de l'octet, hein, je te rappelle, l'octet c'est pour 8. Donc un atome de la deuxième ligne ne doit jamais avoir plus que 8 électrons sur sa couche électronique extérieure. Il ne peut pas en accueillir plus et son objectif de toute façon, c'est d'en avoir 8. Il peut en avoir moins, mais jamais plus que 8 électrons. Donc un exemple ici, sur une structure de ce type-là, si tu envisageais par exemple de dire j'ai deux électrons mobiles ici dans ma liaison double pi carbone-carbone, je peux m'amuser à les transférer sur un des deux carbones de la liaison double. Eh bien c'est quelque chose qui est absolument impossible. Pourquoi? Parce que tu vas retrouver un atome de carbone ici qui va être avec 5 liaisons, et ça c'est quelque chose qui est absolument impossible. Okay. Donc ça c'est important à retenir, c'est une erreur extrêmement fréquente, le fait d'avoir un carbone par exemple, parce que je prends l'exemple du carbone, qui se retrouve avec 5 liaisons, c'est strictement impossible. Okay. Donc la deuxième règle à ne jamais enfreindre, ne jamais dépasser le maximum de 8 électrons sur la couche extérieure des atomes de la deuxième ligne. La deuxième grande règle, ça va être d'observer et de savoir reconnaître les possibilités de mouvement. Donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est-à-dire quels sont les déplacements que je vais avoir le droit de faire. Alors les seuls électrons qui peuvent entrer en mouvement dans ces mécanismes de mésomérie, dans ces équilibres de mésomérie, ce sont ceux qu'on a déjà vus ensemble, à savoir les électrons des liaisons doubles, des liaisons pi, par exemple carbone-carbone, carbone-azote, carbone-oxygène, carbone-soufre, tout ce que tu veux. Donc les doubles liaisons pi, ce sont des électrons qui sont mobiles. Okay. Et les autres types d'électrons qui peuvent se déplacer, ce sont les électrons des doublés non liants que tu vas retrouver sur toute une série d'atomes, l'azote, l'oxygène, tous les halogènes, le soufre, le phosphore, et puis les charges négatives, les charges négatives, ça correspond à des doublés non liants. Donc tous ces électrons qui sont présentés ici en rouge, ce sont des électrons qui sont mobiles et qui peuvent éventuellement se déplacer uniquement dans certaines conditions. Ils ne se déplacent pas n'importe quoi. Donc ils peuvent éventuellement communiquer entre eux, soit de double liaison à double liaison, soit ces électrons-là vont pouvoir aller communiquer avec ce qu'on appelle les lacunes électroniques. Si tu te souviens, la lacune électronique, c'est un défaut d'électron, c'est une charge positive, par exemple sur un carbocation. Il possède une lacune électronique, c'est un trou, donc les électrons peuvent aller basculer et tomber dans ce trou. Okay. Par contre, quelque chose qu'il faut faire attention, qu'on a déjà vu ensemble, ça également il faut le retenir, c'est capital, c'est que les déplacements d'électrons ne pourront se faire que si ces sites, par exemple ces deux doubles liaisons-là, ne sont séparés que par maximum une seule liaison simple. À ce moment-là, ces électrons-là peuvent discuter avec les deux-là et inversement. Dès que tu as plus qu'une liaison simple, la communication elle est stoppée entre les deux. Okay. Donc retenir absolument ça. Les seuls électrons qui peuvent bouger, ce sont les électrons
des liaisons pi, liaisons doubles, les doublés non liants, et ils peuvent communiquer les uns avec les autres uniquement si tu possèdes une seule liaison simple entre chacun des deux sites qui vont communiquer entre eux. Donc je représente rapidement les différents types de mouvements qui sont possibles en mésomérie. Ce sont des choses qu'on a déjà vues par ailleurs. Donc, ce qu'on appelle les systèmes pi, sigma, pi, donc liaison double, liaison simple, liaison double. Je te mets une représentation ici. Double liaison carbone-carbone, séparée par une seule liaison simple d'une liaison double carbone-azote. Donc, je vais pouvoir avoir une discussion entre ces différents atomes par mésomérie. Dans ce cas-là, l'atome d'azote qui est très électroattracteur, en tout cas il est plus électronégatif que l'atome de carbone voisin, c'est lui qui va être le moteur de la mésomérie un petit peu parce qu'il va aspirer les électrons vers lui. Donc le groupement carbone-azote double liaison devient mésomère attracteur, c'est ce qu'on note par la nomenclature -M. Et la double liaison carbone-carbone devient dans ce cas-là un site qui est mésomère donneur ou plus M. Et la mésomérie va s'écrire de cette manière-là. L'azote attire les électrons à lui et grâce à la présence de cette liaison simple et uniquement de celle-ci, je vais pouvoir aspirer les électrons de la liaison double que j'avais de l'autre côté de la molécule. Donc là, j'ai affaire à deux formes mésomères qui sont en équilibre, une forme non chargée puis une forme chargée. Et la mésomérie, bien entendu, elle a lieu dans l'autre sens pour revenir à la structure initiale. Okay. Donc ça, c'est le premier système qu'on a déjà vu ensemble. Le deuxième, ça va être les systèmes liaison double, donc pi, liaison simple et lacune. Donc liaison double carbone-carbone dans mon exemple, une liaison simple et puis une lacune électronique ici, j'ai mis un carbocation, donc c'est un trou, il y a un manque d'électrons. Et ce manque d'électrons-là va devenir un site très électroattracteur, hein, qui devient attracteur mésomère. Et puis ce carbone, cette double liaison carbone-carbone devient le site donneur mésomère. Et comme les deux sites, liaison double, carbocation, sont séparés par une seule liaison simple, alors ils peuvent communiquer l'un avec l'autre. Donc de cette manière-là, bien entendu, les électrons mobiles vont basculer vers le carbocation qui en manque d'électrons pour aller compenser ce défaut d'électrons et puis le stabiliser. Donc la charge positive va se retrouver cette fois-ci sur l'autre atome de carbone. Donc bien entendu, il faut respecter la neutralité des molécules, ou les charges en tout cas. Je suis neutre ici, là je suis également neutre. J'ai une charge positive ici. Dans la deuxième forme mésomère, je dois avoir également une charge positive. Le troisième système qu'on avait vu ensemble également, c'est ce qu'on appelle N. N, ça correspond au doublé non liant que tu retrouves sur l'azote ou sur l'oxygène par exemple. Donc système N, sigma, liaison simple, toujours, c'est elle qui nous permet de faire le déplacement. Et puis liaison double, donc doublé non liant de l'oxygène, une liaison simple avec le carbone et la fameuse liaison double. Donc tous ces électrons qui sont ici peuvent communiquer les uns avec les autres via cette liaison simple-là. Donc là, l'oxygène, il est donneur mésomère dans cette configuration particulière, donc plus M, et la double liaison devient cette fois-ci un site donneur, un attracteur mésomère, avec un déplacement d'électrons de cette manière-là. Le site riche en électrons va pouvoir partager éventuellement avec la liaison double, avec les deux atomes de carbone, de manière à obtenir cette structure-là. Okay, donc je recrée une liaison double carbone-oxygène. L'oxygène, il a perdu un de ses doublés non liants pour partager avec le carbone voisin. Quand on perd des électrons, on devient chargé plus. Et puis ce carbone-là qui ne peut pas avoir plus que 5 liaisons, c'est la deuxième règle qu'on a vue tout à l'heure, la règle de l'octet, il ne peut pas posséder 5 liaisons. Donc dès que tu crées une liaison double carbone-oxygène, tu es obligé de rompre cette liaison double carbone-carbone. Et les électrons sont poussés vers la droite, au bout de la molécule, vers cet atome de carbone qui est capable de les accepter. Donc lui, il récupère un électron de plus, c'est celui qu'il avait mis en commun avec son voisin. Il récupère un électron de plus, il devient chargé négatif. Donc équilibre mésomère entre ces deux formes-là sur ce type de système. Il existe également les systèmes donc doublés non liants, liaison simple et puis lacune électronique. C'est l'équivalent un petit peu de celui qui est juste au-dessus. Donc un site donneur mésomère, ça pourrait être un azote, mais j'ai remis un oxygène, qui est relié directement à une charge positive, donc un site très très pauvre en électrons, très électroattracteur, eh bien ils vont communiquer l'un avec l'autre tous les deux. Okay, donc l'oxygène, riche avec ces deux doublés, va donner pour aller aider le carbone et puis stabiliser cette charge positive. Donc la charge plus se retrouve bien entendu sur l'atome d'oxygène, puisque c'est lui qui partage des électrons dans l'opération. Dès qu'on partage, on en a moins. Okay, c'est ça qu'il faut retenir. Donc là encore, équilibre mésomère entre ces deux formes-là qui permettent de stabiliser la charge positive que tu as sur le carbocation.
Et le dernier exemple qu'on avait vu ensemble, on avait commencé par ça quand on avait fait de la mésomérie, c'est quand tu as deux atomes qui sont liés par une liaison multiple, double ou triple, et que un de ces deux atomes est plus électroattracteur que l'autre, alors il va pomper les électrons de la liaison multiple, parce que c'est une liaison fragile. Donc là, je prends le cas très classique des carbonyles, ici une fonction cétone, donc l'acétone. L'oxygène, très électroattracteur, le carbone évidemment devient pauvre. Cet oxygène électroattracteur va aspirer les deux électrons mobiles de la liaison double pour lui, okay, de manière à générer cette entité-là. Un oxygène chargé négativement, il a récupéré, il a volé l'électron du carbone, donc il en a un de plus. Et le carbone, lui, on lui a volé son électron, il devient chargé positif. Encore une fois, hein, on est neutre sur cette partie-là, on est donc neutre également à la fin. Donc voilà les quelques cas qui vont se présenter à toi et qu'on avait déjà vu précédemment ensemble. Et dans tous les cas, gardez en tête les deux premières règles à ne jamais enfreindre, c'est-à-dire ne jamais couper de liaison simple. À aucun moment ici on a coupé des liaisons simples. Et ne jamais dépasser l'octet, c'est-à-dire si on vérifie sur chacun des atomes de toutes nos molécules ici, à aucun moment ils possèdent plus de 8 électrons sur leur couche extérieure. Connaître et identifier les différents groupements donneurs mésomères, donc on appelle plus M, et mésomères attracteurs les moins M, donc ça aussi c'est des choses qu'on a déjà vues, donc n'hésite pas à retourner voir la vidéo sur les effets mésomères où j'ai listé un certain nombre de fonctions. Pourquoi il faut savoir les reconnaître? Parce que c'est eux qui vont être moteurs dans la mésomérie bien entendu. On va en avoir qui vont pousser les électrons, ça va être ce qu'on appelle les mésomères donneurs, c'est sur les exemples qu'on a vus juste avant, je t'en remets quelques-uns. Donc c'est tous les atomes qui possèdent des doublés non liants et qui vont pouvoir, s'ils sont séparés, encore une fois, d'une seule liaison simple, d'un site qui est capable de les accepter, alors ils vont pouvoir partager leurs électrons facilement. Ce sont les mésomères donneurs, c'est la définition qu'on en donne. Ou alors, ces moteurs de la mésomérie ils peuvent tirer les électrons vers eux, donc ce sont les mésomères attracteurs à l'opposé bien entendu, et ça va être toutes les fonctions dans lesquelles tu vas avoir par exemple une liaison multiple entre un atome et entre deux atomes, dont l'atome le plus à l'extérieur de la liaison double ou triple va être plus électronégatif que son voisin. Okay, l'oxygène est bien plus attracteur que le carbone, donc à chaque fois, il va pomper les électrons de la liaison double, ce qui fait que ça devient un site extrêmement électroattracteur, et le carbone va pouvoir attirer les électrons de la molécule voisine. Okay, donc ça, ce sont les mésomères attracteurs. Donc, uniquement quelques exemples, on en a donné plein dans des vidéos précédentes. Et maintenant, au niveau des différentes formes mésomères, il existe quelques petits traits que je vais te citer rapidement, ce qu'on appelle le poids de ces formes mésomères. On parle également d'importance ou de contribution relative des formes mésomères, c'est-à-dire qu'on peut écrire trois formes mésomères d'une même molécule, peut-être qu'il y en a une qui a plus de chances d'exister que les autres. C'est ça la contribution relative. Donc je te donne quelques règles, les trois principales, qui permettent de classer un petit peu ces ordres de priorité en fait. Donc les trois règles que je te présente, il y en a peut-être un petit peu plus, mais c'est les principales. Donc par ordre de priorité, la première règle à respecter dans la contribution relative des différentes formes, ça va être que le maximum d'octets doit être rempli, c'est-à-dire dans mes différentes formes, si j'arrive à avoir 8 électrons autour de tous mes atomes, eh bien ça va être beaucoup plus stable que si j'ai une forme dans laquelle j'ai des atomes qui possèdent que 6 électrons par exemple. Je te donne un exemple pour être plus parlant. L'équilibre ici entre ces deux formes, ici un carbocation qui est relié à un oxygène. J'ai un équilibre mésomère, donc avec les flèches ici, le va-et-vient entre les électrons, entre les atomes, donc le carbone qui attire les électrons, le carbocation qui attire les électrons de l'oxygène pour former cette entité-là. Donc là, pareil, si je veux regarder laquelle va être la majoritaire entre les deux, je regarde déjà dans un premier temps si l'octet est respecté. Donc sur la première molécule, pour l'octet, il suffit de compter les électrons autour de l'atome, sachant qu'une liaison simple, c'est 2 électrons, et puis un doublet non liant, c'est 2 électrons. Donc 2 liaisons simples autour de l'oxygène, plus 2 doublets, ça me fait bien 8 électrons. Le carbone entouré uniquement de 3 liaisons simples, c'est-à-dire de 6 électrons dans ce cas-là. Par contre, l'autre forme mésomère qui place la charge positive sur l'oxygène, je me retrouve avec, autour de l'oxygène, j'ai bien 8 électrons si je fais le compte, et le carbone, cette fois-ci, il a 4 liaisons, donc 8 électrons qui l'entourent, il respecte la règle de l'octet tous les deux. Donc cette forme-là va être la forme majoritaire, c'est-à-dire celle qui sera la plus contributive, la plus représentée. Donc je respecte au maximum l'octet sur mes atomes.
La deuxième petite règle qu'on pourrait présenter, c'est si la règle d'avant ne me permet pas de dire il y a une forme plus majoritaire que l'autre, alors c'est la structure qui possédera le moins de charges formelles qui sera la plus stable. Charge formelle, tu te souviens, c'est les charges plus et les charges moins sur les atomes, tout simplement. Donc, à savoir, charge moins, un excès d'électrons, charge plus, un défaut d'électrons. Un petit exemple pour présenter, c'est plus simple. Une fonction ester. Dans la fonction ester, j'ai la possibilité d'avoir de la mésomérie entre cet oxygène-là et celui-ci. Donc lui devient mésomère donneur, et là le carbonyl CO est un site mésomère attracteur. Donc je peux discuter entre les deux parce que j'ai une seule liaison simple qui les sépare. Donc j'ai affaire à ces deux structures mésomères en équilibre les unes avec les autres. Eh bien on voit qu'ici sur la forme ester classique, j'ai aucune charge, j'ai pas de plus, j'ai pas de moins. Sur la seconde, j'ai une charge plus, une charge moins. Eh bien ça, c'est quelque chose qui est défavorable. C'est une forme mésomère qui a très peu de chances d'exister en réalité, même si elle est juste, si elle existe, et elle permet de voir la réactivité de la structure. Il n'empêche que la forme majoritaire, quasiment de manière quantitative, c'est la forme ester sans aucune charge. Et enfin, si j'ai encore pas la possibilité de séparer parce qu'il y a quand même des charges sur mes composés et que la règle de l'octet elle est respectée, eh bien une des troisièmes règles pour pouvoir faire le tri un petit peu, eh bien ça va être les charges là où elles vont être positionnées. Et la position, ça va dépendre si elles sont sur des atomes attracteurs ou donneurs d'électrons. Donc je donne un petit exemple, deux petits exemples pour éclairer un petit peu. Cette structure ici où on a un carbanion qui est en mésomérie avec le carbonyl voisin, parce qu'ils sont séparés encore une fois d'une seule liaison simple. J'ai ces deux formes mésomères ici. Eh bien la forme la plus stable, c'est l'électronégativité qui va nous le dire. Ici j'ai un excès d'électrons, et donc la charge négative, et la charge négative elle est d'autant plus stable qu'elle sera positionnée sur un atome électroattracteur, qui est très gourmand en électrons. Donc ça c'est l'électronégativité qui nous le dit. Un atome d'oxygène plus électronégatif qu'un atome de carbone, donc l'oxygène sera beaucoup plus apte à stabiliser cette charge moins. Donc charge négative, elle sera positionnée sur l'atome le plus électroattracteur dans les différentes formes mésomères. Donc la plus stable ici, c'est elle. À l'opposé, la charge positive, elle sera beaucoup plus stable sur un atome qui sera beaucoup moins électroattracteur. La charge plus, c'est un défaut d'électron, donc je ne peux pas envisager mettre un défaut d'électron sur un atome qui est déjà très gourmand en électrons. Ça va être quelque chose de très déstabilisant. Donc là, pareil, j'ai fait une mésomérie en tout cas, on retrouve soit d'un côté l'atome d'azote chargé positivement, soit l'atome d'oxygène positivement. Si on regarde la classification périodique, rapidement, on voit que l'oxygène il est plus électronégatif que l'azote. Donc l'oxygène chargé positivement, c'est quelque chose qui est beaucoup moins stable que l'azote chargé positivement. Donc, contrairement à la forme du dessus, charge positive sera d'autant plus stable qu'elle sera sur un atome faiblement électroattracteur. Et ça, c'est l'électronégativité qui te donne la réponse tout simplement. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on avait déjà vues ensemble par ailleurs. Donc voilà les quelques règles à respecter pour la mésomérie si dans un énoncé, un exercice, on te demande de classer et puis de donner un petit peu les priorités sur les différentes formes mésomères qui vont être possibles sur telle ou telle molécule. Donc la charge positive sur l'azote le plus favorable. Et la dernière règle que je te donne, mais celle-là tu la connais, c'est valable pour tout ce qu'on fait ensemble depuis le début, c'est évidemment le raisonnement et l'entraînement. Donc là ce qu'on a vu, il suffit de raisonner un petit peu sur les quelques bases qu'on a vues ensemble au niveau de la réactivité en chimie organique, et puis l'entraînement qui te permettra de résoudre ces petits problèmes de manière extrêmement rapide à l'avenir. Voilà, je te remercie, n'hésite pas à partager la vidéo, à liker ou à commenter pour m'encourager à poursuivre ce que je fais sur la chaîne. Je te remercie, à bientôt.